pense que c'est l'une des questions qu'on reçoit le plus, quelle caméra je devrais choisir pour débuter mon activité de vidéaste ou pour renouveler mon parc de matériel. Et c'est pas forcément une question qui est hyper évidente à traiter puisque avec tout ce que proposent les différents constructeurs aujourd'hui, on se retrouve avec des caméras dans certaines gammes qui sont relativement équivalentes. Et en général, notre choix va se jouer en fonction de notre affinité ou de certains détails bien précis. Et c'est pour ça que ça peut être assez compliqué de s'y repérer entre une caméra A et une caméra B. Et c'est pour ça que dans l'école Grain, notre formation qui vous accompagne à devenir vidéaste professionnel, on a choisi de placer cette notion de matériel en tout premier puisque avant de pouvoir monter ou tourner des vidéos, il faut savoir s'équiper en matériel. Petit disclaimer, dans votre budget lié à votre achat ou renouvellement de matériel, ne pensez pas uniquement au boîtier, mais gardez aussi en tête que vous allez devoir potentiellement acheter un ou plusieurs objectifs, avoir aussi un investissement au niveau du son, de la lumière, de quelques accessoires, de stockage. Et tout ça dans votre enveloppe, ça va forcément réduire le prix du boîtier. Et des fois, c'est même plus intéressant de mettre un peu plus de budget sur des bonnes optiques, ce qui permettra d'avoir un rendu correct. Évidemment, c'est le cumul de toutes ces choses que je viens de lister qui vont faire que vos images auront un rendu pro. Juste avant qu'on passe à la première tranche, je vais vous partager moi quels sont les critères que je retiendrais si j'avais à nouveau à acheter du matériel. Le premier choix, ce serait évidemment un boîtier polyvalent qui me permettrait de filmer au minimum en 4K à 60 images par seconde, avec ou sans recadrage, ça c'est pas très grave, parce qu'avec certains objectifs, on peut compenser les différences de recadrage. Et justement, au niveau des objectifs, je vais chercher un parc objectif assez large, avec notamment des focales clés comme un 24-70, un 70-200, et peut-être quelques belles optiques fixes qui vont ouvrir à 1.8, voire même à f1.4. Au-delà des qualités d'image, je vais aussi chercher un boîtier qui va me permettre de filmer avec une profondeur de couleur 4:2 10 bits pour avoir plus de marge en étalonnage, et avoir l'option log aussi justement pour bien me faire plaisir et avoir des images avec de très bonnes couleurs. La présence de 2 ports de carte SD, c'est aussi hyper important pour moi, ça me permet d'avoir une sécurité supplémentaire si jamais il se passe quoi que ce soit au niveau du tournage. Je vais aussi chercher un autofocus qui soit performant puisque par rapport à ce que je tourne, je suis beaucoup en run and gun et donc j'ai pas forcément le temps d'utiliser le focus manuel. Et enfin, les derniers critères que je vais regarder, ça va être la présence d'un port jack pour brancher un micro, éventuellement d'un deuxième port jack pour avoir un casque pour que je puisse entendre ce qui est enregistré, notamment en interview. Le fait que le capteur soit stabilisé de manière performante, c'est important pour que je puisse tourner à main levée sans avoir à prendre mon stabilisateur. Et évidemment, l'autonomie et l'ergonomie sont assez importantes pour moi, mais ça, c'est vraiment des besoins un petit peu secondaires. On va passer à la première tranche, et sur tous les boîtiers que je vais citer dans cette vidéo, gardez en tête que je n'ai pas eu la chance de tous les tester, et que je vous donne des informations qui sont basées sur ce que j'ai lu sur les fiches techniques, et qui sont aussi faites de mon propre avis par rapport à ce que j'ai pu lire ou regarder sur internet. Bref, on a assez parlé, maintenant on va voir la première tranche pour les boîtiers qui sont à moins de 1000 €. Alors c'est pas un secret, les boîtiers à moins de 1000 €, on va les mettre en concurrence directe avec certains smartphones récents, comme par exemple l'iPhone 16 Pro que je vous ai testé sur la chaîne, et pour ça vous avez le lien juste en dessous en description. La différence principale, elle se situe au niveau de l'ergonomie, de la possibilité de mettre des accessoires, de changer les objectifs, et évidemment sur la taille du capteur, on est sur des capteurs beaucoup plus petits sur les smartphones, et donc qui seront potentiellement de moins bonne qualité dans certaines situations. À moins de 1000 €, on va retrouver des boîtiers qui sont relativement compacts, qui proposent pour la plupart de bonnes options pour filmer si on est débutant ou si on a des petits besoins. Forcément, il y a des concessions qui sont faites par rapport à des boîtiers plus haut de gamme, mais ça s'explique du coup par rapport à la cible que les marques vont chercher à atteindre. Au niveau des boîtiers que j'ai retenus pour cette tranche de prix, on commence par le Canon R10 qu'on va retrouver au tarif de 999 €. Tous les tarifs que je donne dans cette vidéo sont basés sur les prix neufs, hors réduction, que vous allez pouvoir retrouver sur le site de mon partenaire IPLN. Vous pouvez avoir des informations supplémentaires, et surtout vous pouvez penser au code GRAIN quand vous allez commander, ça soutient la chaîne et pour ça je vous dis merci. Sur le Canon R10, on est sur un capteur APS-C qui va nous permettre de tourner en 4K à 30 images par seconde. D'ailleurs, ce que je trouve bien, c'est qu'on est sur de la 4K qui vient d'un signal 6K, donc en fait, ils ont pris tous les pixels 6K et ils ont compressé ça dans de la 4K, donc on a une meilleure densité de pixels, un meilleur piqué et une qualité d'image qui est plus intéressante. On a aussi la présence de la 4K à 60 images par seconde, mais là, on a un crop de 1,6, donc associé au crop 1,6 du capteur APS-C, on est sur quelque chose d'assez zoomé, mais ça peut se compenser avec des objectifs assez grand angle. Au niveau des couleurs maintenant, pas de log, on est sur un échantillonnage à 4.2.0 en 8 bits avec des débits assez faibles, mais tout ça s'explique par rapport à la cible que Canon vise avec ce R10. Des petits points un petit peu négatifs, on a un capteur qui n'est pas stabilisé, on a un seul slot de carte SD qui se situe en dessous à côté de la batterie, donc attention à la surchauffe. On n'a pas non plus de résistance à la poussière et à l'humidité, et le rolling shutter apparemment est assez important.
Si vous ne savez pas ce qu'est le rolling shutter, je vous mets à l'écran un exemple. C'est simplement les lignes verticales qui sont déformées quand on va faire des mouvements horizontaux. Ça peut être assez contraignant, surtout si on est amené à tourner en run and gun et donc avoir des mouvements assez rapides. Second boîtier de la liste, le Fujifilm X-T30 Mark II qu'on va retrouver à 949 €. Avec le X-T30 Mark II, on est sur un capteur APS-C qui va nous proposer de la 4K cinéma, donc 4096 en longueur, qui est suréchantillonné à partir d'un flux 6K comme sur le R10. Au niveau de la cadence d'image en 4K, on sera limité à 30 images par seconde, mais on va pouvoir aller jusqu'à 240 images par seconde en Full HD. Avec 3 minutes d'enregistrement pour la 240 images par seconde, je trouve que c'est pas très intéressant. Par contre, gros point positif, c'est qu'on a déjà la présence du F-Log, donc le mode de log de chez Fujifilm, et tout un système de filtres qui réplique des couleurs argentiques. Ça, je trouve que c'est une force chez Fujifilm. Leur science des couleurs est vraiment très bonne et on retrouve aussi pas mal de touches qu'on pouvait retrouver sur leur boîtier argentique. Donc ça, c'est un gros plus d'avoir le log et ses filtres. Encore une fois, pas de stabilisation, pas de tropicalisation. On a une limite d'enregistrement à 30 minutes, mais ça, c'est assez normal pour un boîtier de ce prix-là. On a aussi une prise micro jack en 2,5 mm, et ça c'est à prendre en compte, vous n'allez pas pouvoir brancher votre micro tout de suite sans un adaptateur ou un câble différent. En tout cas, ce X-T30 Mark II, pour le prix, ça peut être une bonne option. Autre bonne option, ça peut être le Sony ZV-E10 Mark I qu'on va retrouver aujourd'hui aux alentours des 750 €. Là, on est encore une fois sur un capteur APS-C qui va nous proposer de tourner en 4K à 30 images par seconde. On aura de la Full HD jusqu'à 120 images par seconde. Et on est vraiment sur une caméra qui est orientée vlog, puisqu'on a une poignée, l'écran est retournable, alors que sur la plupart des Sony, il est simplement inclinable. On a aussi des modes créatifs assez intéressants, comme le tracking de l'œil ou la possibilité d'avoir le mode produit, qui va mettre bien en avant le produit, et le reste sera flou en arrière-plan. Évidemment, à ce prix-là, toujours pas de tropicalisation, un seul slot de carte SD, pas de stabilisation de capteur et pas de viseur non plus, et une limite d'enregistrement à 30 minutes. Ça, j'estime que c'est pas très grave, vu l'orientation vlog qu'on peut avoir. On n'a pas souvent des plans qui vont être très très longs. Je fais une toute petite parenthèse sur cette tranche de prix, puisque pour 1099 €, on a le ZV-E10 Mark II. Là, on a toujours un capteur APS-C, mais par contre, on arrive avec de la 4K à 60 images par seconde en 422 10 bits. Évidemment, à moins de 1000 €, il existe pas mal d'autres alternatives. Je ne vais pas forcément pouvoir toutes les citer, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Si vous avez un boîtier que vous trouvez intéressant, je vous invite à laisser un commentaire avec votre option. Ou si vous voulez un avis sur un boîtier précis, pareil, laissez-moi un commentaire et je vous donnerai mon avis sur celui-ci. On va passer maintenant à la gamme des boîtiers à moins de 2000 €, et là vous allez voir, on a des options qui sont aussi très intéressantes. À moins de 2000 €, on a un choix un peu plus conséquent de boîtiers. On a aussi des fonctionnalités supplémentaires, tout en gardant un prix abordable par rapport à ce qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. On n'aura pas systématiquement de capteurs plein format, mais des performances en vidéo qui seront bien plus intéressantes, avec l'arrivée quasiment systématique de la 4K à 60 images par seconde. Au niveau des options que j'ai sélectionnées dans cette tranche de prix, on commence avec le Fujifilm X-S20 qui va coûter 1340 €. Là, on est sur un capteur APS-C stabilisé sur 5 axes. Au niveau de la qualité d'image, c'est pas mal puisqu'on a de la 6,2K à 30 images par seconde en 422 10 bits, et ça en interne. Là, on pourrait l'avoir avec un enregistreur externe type Atomos qu'on vient brancher en HDMI sur le boîtier. Le fait de l'avoir en interne, je trouve que c'est vraiment un gros plus pour ce boîtier. On a aussi de la 4K cinéma à 60 images par seconde, de la 4K classique également à 60 images par seconde, et de la Full HD jusqu'à 240 images par seconde. Encore une fois, sur ce boîtier, on a la présence du F-Log et du système de filtre argentique qui font la force des Fujifilm. Et quand je vous parlais de la possibilité d'enregistrer via HDMI, on le retrouve déjà sur le XS20 avec la possibilité de créer des fichiers en ProRes RAW 12 bits via HDMI et un moniteur type Atomos. Le ProRes RAW, on va avoir toutes les informations de prise de vue qui seront enregistrées dans le fichier vidéo. Et là, c'est vraiment le kiff pour retravailler ça en étalonnage, puisqu'on va pouvoir rattraper des soucis d'exposition ou la balance des blancs, par exemple, si on l'a un petit peu raté. Au niveau des débits, ils sont au maximum à 360 mégabits par seconde. Ça pourrait être un point négatif, mais à la limite, vu la cible à laquelle s'adresse ce boîtier, c'est pas très grave, puisque comme sur le Sony ZV-E10, on est sur une orientation un petit peu vlog avec ce boîtier. Franchement, j'ai comparé les deux fiches techniques en regardant les pages aussi du site sur lesquelles sont présentés les boîtiers. C'est vraiment similaire, on a la poignée, l'écran retournable. Cette orientation vlog, on la retrouve vraiment sur les deux caméras, donc on est relativement équivalent. Sinon, vous avez aussi le Fujifilm X-T5 qu'on va retrouver à 1899 €. Sur ce X-T5, du coup, on est sur un boîtier déjà plus grand avec une ergonomie un petit peu différente. Ça permet d'avoir une autonomie améliorée,
et surtout un système qui va chauffer moins vite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas prendre à la légère parce que si vous êtes en tournage et que vous devez attendre 10, 15, 20 minutes que votre caméra refroidisse avant de pouvoir relancer un rec, ça va vous faire perdre du temps et à la longue, ce sera pas très intéressant. Pour moi, entre le XS20 et le X-T5, la différence, elle se situe principalement sur le mode photo, mais attention à la surchauffe, c'est quelque chose à ne vraiment pas du tout négliger. Dans cette gamme de prix, pour 1699 €, on retrouve le Canon R8 qui va nous proposer un capteur plein format qui est assez rare dans cette gamme de prix. Par contre, on est sur un capteur qui n'est pas stabilisé, qui va quand même nous permettre de filmer en 4K à 60 images par seconde et en Full HD jusqu'à 180 images par seconde. L'avantage du capteur plein format, c'est qu'on a un capteur donc plus grand qui va pouvoir absorber plus de lumière et ça nous permettra d'avoir aussi une meilleure profondeur de champ et donc un flou d'arrière-plan qui sera plus facile à avoir en vidéo. Et ça peut être intéressant surtout quand on fait de l'interview pour bien détacher son sujet. Au niveau des couleurs, on a l'arrivée d'un mode log, le Canon C-Log 3 qui va nous permettre d'avoir pas mal de marge de manœuvre pour retoucher certaines images. Par contre, le fait qu'on n'ait pas de capteur stabilisé et encore une fois pas de double port de carte SD, je suis pas certain que c'est un boîtier que j'aurais acheté, même si on a un capteur plein format, pour moi, c'est pas suffisant pour compenser le reste et c'est peut-être pas l'option que j'aurais choisie tout de suite. On passe chez Sony maintenant avec l'A6700 pour un tarif de 1649 €. On a un capteur APS-C qui est similaire à celui de la FX30 qu'on verra un petit peu plus tard. On est donc sur un capteur cette fois-ci stabilisé qui va nous permettre de tourner en 4K à 60 images par seconde avec un tout petit crop puisqu'on est à x1,04. Ça c'est quelque chose que j'ai pas remarqué partout, le fait d'avoir un si petit crop en 4K à 60 images par seconde, c'est à noter et c'est un bon point positif même sur un capteur APS-C. On a aussi de la 4K à 120 images par seconde, cette fois-ci avec un crop de x1,6. Ces deux options, on va pouvoir les enregistrer avec un profil log et une profondeur de couleur de 10 bits. Évidemment, on est sur un boîtier Sony, donc l'autofocus est très performant, ça c'est un gros point positif chez Sony. L'autofocus et la montée en ISO, c'est leurs deux gros points forts. Par contre, sur la gamme A6000 de chez Sony, un point que je trouve peut-être un peu négatif, c'est que le parc optique natif en APS-C est assez limité. Et encore une fois, on n'a toujours pas de double port de carte SD sur ce boîtier. Dernière option, cette fois-ci chez Lumix, au tarif de 1699 €, vous allez avoir le Lumix S9, qui propose aussi un capteur plein format qui est le même que le S5II X. Vous allez pouvoir filmer en 6K jusqu'à 30 images par seconde en open gate, donc c'est-à-dire sur toute la taille du capteur. La 4K, c'est jusqu'à 60 images par seconde. On a de la cinéma 4K en 10 bits également. Sur ce S9, on retrouve le gros travail qui a été fait sur l'autofocus par Lumix. On a la possibilité d'enregistrer aussi au format log, en format ciné-like, donc des formats un petit peu plus flat. On a aussi l'ajout de Real-Time LUT, donc ça permet de capturer en temps réel des images avec des LUTs qu'on va pouvoir charger dans le boîtier. À sa sortie, on avait une limite d'enregistrement qui était fixée à 15 minutes, chose que je trouvais pas forcément inadaptée par rapport à la cible qu'elle visait. Mais avec une mise à jour récente, Lumix propose maintenant de passer au-delà de cette limite. Attention quand même encore une fois à la surchauffe puisque sur ce boîtier, on n'a pas non plus de ventilateur. Toutes ces options que je viens de citer, elles sont pour moi de très bons choix pour des vidéastes débutants ou qui ont des besoins relativement simples. Mais vous allez voir que sur le palier suivant, à moins de 3000 €, on a des options qui coûtent pas beaucoup plus cher et qui vont vous permettre peut-être d'avoir des options supplémentaires intéressantes que vous allez pouvoir utiliser sur plusieurs années. À moins de 3000 €, on arrive vraiment sur le top des caméras. On a quasiment du plein format partout. On a des options hyper intéressantes, quasiment tout le temps de la 4K à 60 images par seconde. L'arrivée par moment aussi de la 6K, des gros débits, des grosses cadences d'image. On est à moins de 3000 € sur des boîtiers intéressants. Et je le redis, gardez bien en tête, moins de 3000 € c'est intéressant, mais si vous n'avez que 3000 € de budget au total, n'investissez pas tout uniquement dans votre caméra et pensez bien à tout ce qui est objectif et accessoires à côté. À moins de 3000 €, la première option que j'ai envie de vous partager, c'est le Lumix S5II X. C'est la caméra que moi j'utilise au quotidien pour mes prestations et aussi pour tourner certains passages des vidéos YouTube. Sur cette caméra, on est à 2299 €. On est sur un capteur plein format qui sera stabilisé. On a la possibilité de filmer en 6K à 30 images par seconde en 10 bits en open gate, donc sur tout le capteur. On a de la 4K à 60 images par seconde en 4:2 à 10 bits avec un recadrage de x1,5. Mais pour moi, la grosse différence par rapport à d'autres boîtiers, c'est que sur le S5II X, on a la possibilité d'enregistrer directement sur SSD en ProRes 5,8K. Là, on est sur un débit immense de 1,6 gigabits par seconde. On a aussi la possibilité d'enregistrer en All Intra à 800 mégabits par seconde
et on a en interne du débit de 400 mégabits par seconde. Et ça, franchement, pour avoir une qualité d'image au top et pour l'utiliser au quotidien, je trouve que c'est un très très bon boîtier. Je vais pas vous en parler plus de toute façon puisque vous avez un test du S5 II X juste en dessous en description. Et si tous ces gros débits ça ne vous intéresse pas trop, et bien pour moins de 2000 €, vous avez le S5 II qui va reprendre toutes les caractéristiques que j'apprécie sur le S5 II X en enlevant donc le ProRes sur SSD, le 800 mégabits par seconde. Et vous avez encore une fois une très bonne caméra avec l'autofocus retravaillé. Chez Sony, on a la FX30, là on est vraiment sur l'entrée des caméras de cinéma, surtout par rapport à son format. Pour 2299 €, on a un capteur APS-C qui sera stabilisé, la possibilité cette fois-ci de filmer en 4K à 120 images par seconde, en Full HD à 240 images par seconde. On a la possibilité d'enregistrer en proxy, donc des images qui seront beaucoup plus légères et plus faciles à retravailler en post-production. Encore une fois, on est chez Sony, donc la présence du log, du mode S Cineton, un très très bon autofocus. En fait, avec cette FX30, Sony a pris la FX3, la caméra grande sœur, a enlevé certaines fonctionnalités, a mis un capteur un peu plus petit, mais si vous voulez vraiment avoir ce facteur cinématographique et la possibilité d'équiper votre caméra avec un rig complet, je pense que ça peut être une bonne option pour vous, surtout à ce prix. Dernière option, c'est le Nikon Z6 III qu'on va retrouver à 2999 €, juste en dessous de la barre des 3000. Sur ce boîtier, Nikon a vraiment retravaillé ce qui avait été pas mal critiqué sur le Z6 et le Z6 II, notamment sur la partie vidéo. On a maintenant la possibilité d'enregistrer en 6K en interne. On peut même aller jusqu'à 120 images par seconde en 4K avec le mode DX, donc c'est un mode croppé directement dans le capteur qu'on retrouvait déjà sur le Z9. En Full HD, on va pouvoir aller jusqu'à 240 images par seconde avec un léger crop de x1,05. Et on a aussi la possibilité d'enregistrer du ProRes 6K et du ProRes 4K. Avec le Z6 III, moi je trouve que Nikon revient un petit peu dans la course et revient au niveau de certains autres constructeurs et va pouvoir satisfaire des créateurs un peu plus exigeants. Et justement, si vous faites partie de ces créateurs exigeants, la tranche suivante, à plus de 3000 € va comporter des caméras qui vont être très intéressantes pour vous. Pour cette tranche de prix, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail pour chaque caméra, puisqu'on retrouve de toute façon les mêmes fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur des caméras un peu moins importantes, mais cette fois-ci du coup qui vont être boostées, comme par exemple la présence quasiment systématique de mode 6K, voire de la 8K à 60 images par seconde, de la 4K à 120 images par seconde. On est vraiment sur des boîtiers qui sont faits pour des besoins vraiment très importants ou très spécifiques. Par exemple, chez Canon, on retrouve le R5 Mark II, qui est pour moi le meilleur hybride plein format sur le marché. Alors le tarif, il est assez important puisqu'on est à plus de 6000 € pour ce boîtier-là. Hop hop hop, petite pause, c'est Ewen du montage. Évidemment, le R5 Mark II n'est pas à 6000 € boîtier nu. Là, c'est pour la version avec le 24-105 en f4 en RF de chez Canon. Boîtier nu, le R5 Mark II, on est plutôt aux alentours des 4750 €. Petite précision faite, on retourne sur la vidéo. Mais on arrive avec de la 8K à 60 images par seconde en interne, de la 4K à 120 images par seconde. Canon annonce aussi avoir retravaillé le problème de surchauffe qu'on avait sur le R5 premier du nom. On a une hyper bonne stabilisation, plein de débits, de codecs différents. C'est vraiment une excellente caméra qui va convenir à toutes les situations dans lesquelles on va pouvoir être amené à filmer, mais qui pour le coup ne va pas s'adresser à tout le monde. Toujours chez Canon, on va retrouver le R6 Mark II qui reprend pas mal des caractéristiques de son grand frère le R5 II. Et côté caméra plus orienté cinéma, on va voir le R5C ou la C80, mais là on est sur une orientation beaucoup plus professionnelle. Ce sont des caméras qu'on va avoir tendance à équiper avec des batteries Veloc, un moniteur externe. Sur la C80, on a aussi un système de filtre ND intégré. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve uniquement sur ce genre de caméra-là et qui ne va pas forcément s'adresser à un débutant ou quelqu'un qui fait simplement de la vidéo de présentation d'entreprise. Chez Nikon, on va avoir le Z8 à 4599 €. Et là, même principe, on a repris tout ce qui fonctionnait bien sur le Z9 et on l'a mis dans un boîtier beaucoup plus petit. On va retrouver notamment la possibilité de filmer en 8K à 60 images par seconde, de la 4K à 120 images par seconde, la possibilité d'avoir par exemple du ProRes RAW en 4K à 60 images par seconde, le mode DX qui permet d'avoir un crop dans le capteur, et on a après plein d'autres choses qui fonctionnent très bien. Enfin, chez Sony, on a deux boîtiers. Le premier, c'est le Sony A7S III qui va être au tarif de 4199 €. Sur cet A7S III, on est encore une fois sur un capteur stabilisé plein format avec la possibilité d'enregistrer en 4K jusqu'à 120 images par seconde en 4:2 10 bits. Chez Sony, les boîtiers de la gamme A7S ont une très forte orientation en vidéo. C'est pour ça qu'on a un autofocus qui est très performant,
et une montée en ISO qui fonctionne très très bien puisqu'on va pouvoir aller jusqu'à 409 000 ISO. Ça veut simplement dire que sur des plages d'ISO un peu plus faibles, on va pouvoir donc monter en ISO sans avoir de bruit qui va venir dégrader la qualité de l'image. Et sinon, toujours chez Sony, on a la FX3 à 4599 €. Et là, encore une fois, on retrouve de très très bonnes qualités d'image puisqu'on va pouvoir aussi filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde en 4.2 de 10 bits. Et en branchant un enregistreur compatible, on va même pouvoir avoir du RAW en 16 bits. Je crois que c'est la valeur la plus élevée que j'ai vue de tous les tests et de toutes les marques que j'ai comparées. Pour moi, la FX3, c'est la meilleure option en termes de prix par rapport aux performances proposées. Elle va s'adresser aux vidéastes qui ont envie de passer un cap et de proposer une qualité bien supérieure dans leurs vidéos. Dernière option, mais là on est vraiment hors budget, le Canon R3, le Sony Alpha One ou le Nikon Z9. Ces marques-là ont pris tout ce qu'elles savaient faire de mieux en termes de caméra et ont tout mis dans un seul et même boîtier. On est donc sur des tarifs qui sont beaucoup plus chers, mais on a les meilleures options pour faire des films de très très bonne qualité. Voilà pour cette liste, alors évidemment elle n'est pas exhaustive, mais je vous laisse en premier lien en description un tableau récapitulatif de toutes les caméras que j'ai pu regarder pour faire cette vidéo et que je n'ai pas forcément retenu dans ce que vous avez entendu aujourd'hui. Vous allez pouvoir avec ce tableau trier par capteur, par cadence d'image, par débit. J'ai mis plein d'options et plein d'indications qui vont vous permettre peut-être de faire le meilleur choix pour vous. Je n'ai pas aussi cité certaines caméras qui sont plus anciennes et pour ça je vous laisse aller voir la vidéo que Paul avait faite en 2023 qui aborde d'autres options qui peuvent être aussi intéressantes pour vous. En attendant, moi je vous attends en commentaire pour avoir votre avis sur la caméra qui pour vous est la plus intéressante aujourd'hui pour faire des vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos.